Eh bien, bonjour et bienvenue sur le site mécaniqueuniverselle.net en lien avec le site internet mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble, nous tous, évoluons vers notre ultime perfection. L'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Et en fait, c'est ce qui donne du sens, selon moi, à notre présence sur cette planète, au sein de cette humanité. C'est l'ensemble humain, c'est l'humanité qui donne du sens à l'être humain, selon moi. Voilà. L'individualité, notre individualité, ne trouve son sens qu'au sein de cette humanité. Tout simplement parce qu'on lui donne tout, de notre naissance à notre mort. Tout ce que nous faisons revient à l'humanité. En croyant qu'on travaille pour nous-mêmes, par exemple, pour notre famille, pour notre clan, pour notre communauté, pour notre nation, pour notre groupe, pour notre etc., etc. Peu importe toutes les autres appartenances, on croit qu'on travaille pour ça, mais en réalité, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on aura fait à la fin de notre existence, restera à l'humanité, pour l'humanité. Tout le reste sera oublié et le reste sera, et notre action sera pour l'humanité. Ce qui a été réalisé il y a 4 siècles en arrière par des hommes qui pensaient très certainement travailler pour leur famille, pour leur clan, pour leur pays, pour leur groupe, etc., ben, au final, ça a été transcendé. Ceux qui travaillaient pour leur... voilà, ceux qui ont construit une maison pour leur famille ou pour leur clan, ben, elle a changé de main 50 fois. Celui qui a cru travailler pour son pays, ben, c'est devenu une nation. Et puis, voilà, il y a 15 000 ans, ceux qui croyaient peut-être travailler pour une communauté ou pour un groupe, et tout ça, ça s'est dilué. Et en fait, le travail de nos frères humains qui sont passés avant nous, ceux qui ont travaillé les silex, qui ont travaillé nos corps physiques en courant, voilà, en les acclimatant un peu à toutes les sauces, ceux qui ont domestiqué le feu, ceux qui ont, etc. On ne les connaît plus, on ne sait plus qui c'est, mais en réalité, ils ont toute leur activité de ces hommes a servi à l'humanité, sert à l'humanité. Et c'est valable pour nous aussi. Donc ce qui donne du sens pour moi, c'est l'humanité. Et c'est en fait notre guide, un peu comme pour un chef d'État démocrate, son roi, son chef, ce pourquoi il devrait travailler, c'est le peuple. Voilà. Ben nous, en tant qu'êtres humains, dans la totalité, une fois qu'on a compris que nous sommes, que l'humanité, c'est la valeur suprême, eh ben on doit travailler pour cette humanité, avec conscience pour cette humanité. Voilà. Et alors, donc, là, j'en étais, c'est la 3e vidéo à partir de ce podcast que j'ai écouté hier soir sur France Culture, dans l'émission Entendez-vous l'écho, dans la série La fabrique du discours économique, et l'épisode Comment les livres d'écho sont devenus des best-sellers. Et alors c'est Tiffaine de Rocquigny qui présente l'émission, et il y a comme invité Jacques Généreux, Jean-Michel Chassiche. Et eh bien, donc je voulais faire écouter les 10 dernières minutes, les un peu plus, 10-12 dernières minutes de ce podcast. Alors on va l'écouter, et si je vois que
que je peux mettre un commentaire, je le ferai. Voilà, et ça me paraissait intéressant. Alors. À aucun moment, on a refusé des livres ou des sujets d'auteurs. On disait que ça devait être vendeur, mais simplement parce que idéologiquement, ça n'était pas possible pour le seuil de publier des gens qui, même si on savait qu'ils allaient vendre plein de livres, étaient sur une ligne à laquelle on ne peut pas adhérer. Mais en tout cas, les éditeurs jouent un rôle dans la légitimation de telle ou telle idée économique. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais donc là, effectivement, il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Mais il y a des choix qui sont des choix engagés, qui veulent donner à connaître, y compris dans les choix qu'on fait de traduire des auteurs étrangers. Des choses qui peuvent être difficiles, mais qui sont nécessaires. On a publié récemment, et je pense que c'est un livre qui marche assez bien, un énorme livre, Le Code du Capital de Katharina Pistor, qui est prof à la Columbia University, qui explique comment tout le pouvoir du capital dans le système capitaliste en fait est fabriqué par la loi, par les cabinets d'avocats qui arrivent à faire transcrire dans les règles de droit, bref, mais de manière scientifique et rigoureuse en évidence le fait que c'est la loi et c'est le politique qui donne le pouvoir du capital. C'est un livre important, c'est un livre ambitieux. Voilà, ben oui, effectivement, par exemple là, c'est ce dont je parlais dans la vidéo précédente. Cette vision de l'oligarchie, en fait l'oligarchie, en prenant le pouvoir, a imposé en fait ces règles, une mondialisation sous un certain aspect. Elle aurait pu se faire d'une autre façon, elle aurait pu se faire plus humainement parlant, disons. Voilà, en réalité, comme elle s'est déroulée, c'est comme ça qu'elle devait se dérouler, parce que les choses dans l'évolution se font exactement comme elles doivent se faire. Une fois qu'elles sont faites, on ne peut pas dire ça aurait dû être mieux. On peut le dire pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs, mais en réalité, il fallait passer par cette étape néolibérale, ultra-libérale, on pourrait dire, qui était prédatrice de tous les acquis sociaux, qui a vraiment maltraité au moins l'Occident. Mais c'était une nécessité, ça c'est explicable, on peut expliquer pourquoi et quel était l'intérêt que ça se passe comme ça, que l'oligarchie ravage les acquis pendant cette période. Voilà. L'éditeur prend des risques, des traductions qui coûtent cher. On le fait d'abord parce qu'on pense que c'est utile. Et après, ça marche, tant mieux, mais ça marche pas. Et ça permet à certains auteurs de faire entendre leurs idées sans entrer dans la logique du publish or perish, qui oblige les chercheurs à publier régulièrement dans les revues spécialisées s'ils veulent progresser dans leur carrière. Jean-Michel Chazzy, c'est en tout cas une nouvelle opportunité pour les économistes. Le problème étant qu'en France, notamment, mais pas que en France, la science économique est une discipline de la revue et pas une discipline du livre. C'est-à-dire que si vous êtes un jeune chercheur en philosophie, en histoire ou en lettres, c'est très bien de publier un livre pour votre carrière universitaire. Si vous êtes en économie, ça sert à peu près à rien, c'est du temps perdu. Il vaut mieux publier dans des revues, dont parlait Jacques Généreux tout à l'heure, des grandes revues scientifiques américaines de langue anglaise, des articles très mathématisés et très courts, mais la publication d'un livre ne produit aucun des bénéfices académiques. Mais ça permet de peser dans le débat public. Ça permet de peser dans le débat public, mais ça peut être aussi, je pense, alors là, Jacques Généreux me confirmera ou pas, mais ça peut être aussi une voie de, justement, quand on n'arrive pas à publier dans les grandes revues. J'ai déjà discuté avec des jeunes chercheurs, des économistes hétérodoxes, qui, parce qu'ils n'arrivaient pas à publier dans les grandes revues, publiaient des livres. Voilà, publier leur thèse sous forme de livre parce qu'ils n'arrivaient pas à la publier sous forme de livre. Mais ça vous grille en quelque sorte? Après, vous ne pouvez plus revenir en arrière, Jacques Généreux? Ah, mais moi, je suis un zombie. Donc, moi, j'ai écrit 28 livres et aucun article dans des revues scientifiques à comité de lecture. Ouais, c'est un choix. Après, on assume. Moi, j'ai voulu écrire et faire de l'économie utile aux gens.
publié pour ne pas périr. Vous voyez, j'ai survécu, je ne suis pas mort. Des articles sur des sujets sur lesquels on a déjà à peu près toutes les solutions et qui ne sont lisibles que par 500 personnes, ça ne m'intéressait pas. Et malheureusement, je regrette, parce que ce que vous dites est vrai, mais malheureusement, même les économistes hétérodoxes, qui pourraient écrire certains des livres fantastiques et utiles au public, ils ne le font pas parce qu'ils sont quand même pris aussi par cette logique de la carrière, où on tient pour rien le fait que les gens soient des bons pédagogues, qui sachent expliquer l'économie, qui fassent de bons cours. Ça ne vaut rien dans la carrière d'un économiste, ni dans son recrutement au départ. On recrute des gens qui ne savent pas aligner 3 mots et qui sont incapables d'expliquer des choses élémentaires. Prenez l'exemple de Jean Tirole, c'est un économiste brillant dans son domaine. Ce livre est remarquable de pédagogie sur des tas de sujets, mais dès qu'il aborde des sujets qui ne sont pas les siens, la macroéconomie, la politique économique, c'est vraiment la bouillie néolibérale, le discours de base totalement absurde, truffé d'erreurs économiques grossières. Donc il faut se méfier, il n'y a pas d'argument d'autorité. Donc on est effectivement sur un marché où écrire des livres, ça ne rapporte rien. Et donc c'est dommage, parce qu'effectivement, même même chez les hétérodoxes, il y a cette hésitation à passer le pas. L'économie doit faire peur. C'est-à-dire que le premier réflexe, le bon réflexe d'un citoyen, ça va être de dire, au moins l'économie, je n'y comprends rien. À ce moment-là, l'économiste est content, parce qu'il va pouvoir expliquer quelque chose à laquelle il ne comprend pas grand-chose non plus, mais il a le jargon qui permet un petit peu de terroriser et de dissimuler des choses extrêmement banales, au niveau café du commerce, sous des équations, ou sous des lois, ou sous des statistiques. Oui, vous faites presque un éloge du café du commerce, c'est-à-dire de la normalité, du bon sens, de la réflexion. On a le sentiment que l'économie, c'est quelque chose qui pourrait très bien se partager. Oui, c'est vrai que l'économie, c'est des choses extrêmement simples. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, on dépense ce qu'on a. Ou par exemple, on a la possibilité de fabriquer de l'argent, c'est possible à certains moments. C'est des choses assez simples. Ou par exemple, la loi de l'offre et la demande, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que en période de spéculation, si les prix augmentent, j'achète. C'est ce qui se passe à Paris en ce moment. Hein. Donc c'est pas du tout la loi de l'offre et la demande. Normalement, si les prix montent, je ne devrais pas acheter. Il se passe exactement le contraire. Donc tout ça, c'est du bon sens auquel on réfléchit très vite. On peut en parler. Tout le monde peut parler d'économie. Voilà le regretté Bernard Maris. Ouais. Bernard Maris, voilà, qui dit ça. Et c'est vraiment intéressant, parce que ça veut dire que, oui, effectivement, c'est pour ça, l'économie, le peuple devrait être invité à parler de ça, à réfléchir aux choix qui sont pour eux, puisqu'on a décidé d'être en démocratie. Et c'est pas pour rien, la démocratie, c'est l'évolution suprême dans l'évolution du règne animal. C'est-à-dire que les dominants sont les meilleurs de chaque groupe, se montent en tête de liste, par leur courage, leur volonté, etc., se font élire pour faire le bonheur du peuple, pour appliquer les valeurs du peuple qui sont par essence beaucoup plus douces que les valeurs de l'élite, beaucoup plus humaines, beaucoup plus fraternelles, beaucoup plus partageuses que les valeurs de l'oligarchie. Donc, la logique, et donc ça inverse complètement la loi de la nature, où les dominants montent pour imprimer leur propre volonté, pour leur propre plaisir, pour leur propre philosophie, et donc ils perpétuent toujours ça, les autres primates, nos cousins chimpanzés. Et donc on est toujours dans un mouvement qui ne peut pas évoluer. L'évolution, elle se fait parce que les dominants montent, se hissent pour faire la politique du peuple, qui par essence est toujours plus doux et qui évolue toujours vers le plus doux en réalité. Voilà. Et donc, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Ça arrive. De la présentation de son anti-manuel d'économie sur France 3, face au journaliste Olivier Barraud en 2004. Tout le monde peut parler d'économie, Jacques Généreux? Alors, tout le monde, oui, il faut que tout le monde en parle, il faut que tout le monde en discute. Après, ce qui permet de faire le tri
encore, ce n'est pas l'argument d'autorité. Les prix Nobel, moi je l'explique très bien, je pense, dans mes cours comme dans mes livres, les prix Nobel racontent des bêtises, des âneries économiques, des choses qui sont parfaitement absurdes. Et on continue à leur donner des prix Nobel. Donc le tri se fait pas par argument d'autorité ou de prestige, parce que vous êtes professeur au Collège de France ou prix Nobel que vous dites la vérité. Elle se fait par le débat et par la discussion. Donc il faut effectivement que tout le monde puisse accéder et comprendre l'économie. Donc d'où l'utilité de gens qui prennent le soin de prendre des livres qui, dans le langage de Monsieur Tout-le-Monde, avec des phrases simples, permettent de comprendre les mécanismes, les concepts, etc. Ensuite, il y a le débat. Il n'y a pas d'unanimité possible sur des questions économiques parce que entrent toujours en ligne de compte des sujets relatifs à ce qui est bien, ce qui est mal pour la société, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, quelles sont les finalités que nous poursuivons pour vivre ensemble, pour la transition écologique, etc. Donc le tri se fait par le débat et par le pluralisme. Et c'est là où j'ai contesté sur la... Enfin, je n'ai pas contesté, mais déjà pour repréciser, la première chose, c'est le peuple. Il serait bien que le peuple donne son point de vue sur l'économie, sur le système économique qu'il veut choisir, qu'il préfère, etc. Voilà, mais pas qu'il puisse le faire avec justement les élites, avec les économistes, avec les chercheurs, avec cet ensemble, mais que ce soit quelque chose de symbiotique, qu'il y ait vraiment une fraternité. L'intérêt, c'est cette fraternité entre l'élite et le peuple. C'est notre avenir. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus, la prochaine. Voilà, je vais parler de ça. Et par contre, évidemment, on est encore sur l'intérêt des points de vue divergents, etc. Mais si on prend comme idée ce dont parlaient au XIXe siècle, justement, tous ces philosophes qui pensaient que l'humanité va vers sa perfection, en gros. Hein. Voilà. Si on prend l'idée si on accepte que l'humanité a un sens, qu'elle évolue et qu'elle va vers quelque chose, et qu'on déclare que, ben oui, c'est forcément la finalité de l'humanité, c'est pas d'être de plus en plus méchant, de plus en plus égoïste, de plus en plus thésaurisateur, qu'il y ait, voilà, aujourd'hui, il y a peut-être 5% de la population qui thésaurise tout le truc, et qu'on finisse par arriver au fait qu'il n'y ait plus que 0,1% qui domine toute la planète. Non, c'est clair que c'est pas ça qu'on se souhaite. Donc on peut très bien, même juste par l'intelligence, si on n'utilise pas tout le mécanisme dont je parle sur la mécanique universelle, pourquoi on est obligé d'aller vers cet état de perfection, juste par la raison, on peut comprendre ce que l'humanité intuitivement va rechercher de mieux. Voilà, ça sera plus de partage, plus, etc., etc. Bon, bref. Et donc, si on vise la finalité, il n'y a plus besoin d'évoluer par antagonisme, par confrontation. Ça sera de moins en moins fort dans le truc, puisque le but est commun. C'est un petit peu comme quand Eiffel fait sa tour, décide de sa tour. Il y a eu sans doute tout un tas de gens qui disaient « Ah mais non, il faudrait peut-être pas faire comme ça, pas faire comme ça ». Mais le but était commun. Tous avaient le but de finir, de mettre le dernier morceau de ferraille en haut et que ça soit terminé. Voilà. Donc c'est ça, parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient en train de réaliser. Nous, on ne sait pas exactement ce qu'on réalise, parce qu'on n'est pas arrivé au degré de comprendre ce que vise l'humanité, ce que je démontre sur la mécanique universelle. Mais une fois qu'on aura éclairé ça, eh ben, ça sera autre chose. Voilà. Pour ça que c'est dramatique que nous soyons encore dans un système justement où on assassine le pluralisme. Jean Tirole, que vous nous avez fait écouter, par exemple, est intervenu à l'époque où l'Association française d'économie politique avait obtenu que le gouvernement prépare, c'est à l'époque où Najat Vallaud-Belkacem était ministre de l'enseignement supérieur,
une réforme qui permettait de créer une filière où des gens qui ne seraient pas des économistes mathématiciens néolibéraux pourraient créer une forme d'économie, disons, plus concrète et pratique, sociale, institutionnelle. Et il pourrait y avoir des postes créés pour des non-orthodoxes. Oui, pour lui, il s'agit d'une ghettoisation. Il s'est inscrit contre cette initiative. Jean Tirole a pris la tête effectivement d'un mouvement de protestation. Par son influence, il a réussi à faire bloquer en écrivant au ministre cette réforme. Et je voudrais citer, qu'on comprenne bien le degré d'absurdité et la honte que c'est pour un prix Nobel d'économie. Il dit dans cette lettre que, vous comprenez bien, Madame la ministre, qu'il ne peut pas y avoir dans une même discipline deux approches méthodologiques différentes. Il ne peut pas y avoir de méthodes différentes dans une même discipline. Mais c'est une honte. Que tous les scientifiques de cette terre et de l'histoire se retournent dans leur tombe, puisque c'est la négation même de ce qui fait la science, la liberté de critique, la liberté de débat. Pour qu'il y ait plus de pluralisme parmi les livres. Alors, là, on voit à quel point ce monsieur Tirole, je ne sais pas comment il s'appelle, qui est un économiste qui a eu donc les prix Nobel. Comment il a réussi, comment on a laissé un homme pouvoir justement ne pas accepter, c'était l'époque, hein, mais c'est pour dire que c'est important, ne pas accepter que puissent émerger des pensées venant de tous les coins, de tous les horizons, autres que l'économie classique libérale, et tout ça pour continuer à imposer ce libéralisme. Donc là, il y a quand même quelque chose, et que les hommes politiques aient accepté ça, ça veut dire qu'ils se sont laissés dominer par le libéralisme, par l'oligarchie. Et à partir de là, un chef d'État, un système politique qui se laisse dominer par l'oligarchie qui est la même chose que le MEDEF, eh ben, elle est sûre de faire souffrir son peuple, puisque c'est le MEDEF qui fait les lois, et les lois du MEDEF ne peuvent pas être celles du peuple. C'est impossible. Voilà, et c'est légitime. Le MEDEF, il suit son truc. S'il rentre dans un système politique comme dans du beurre, ben il aurait tort de ne pas en profiter. Il n'est pas assez conscient pour dire non, ben là, c'est pas juste, etc. C'est le système du patronat. Le patronat, il faut lui arracher les acquis sociaux. Il n'est pas capable de donner des acquis sociaux comme ça, gentiment, en disant bon ben on va réduire le temps de travail, on va améliorer ci et ça. C'est impossible. Et au contraire, quand il est dans un système comme dans du beurre, eh ben il récupère tous les acquis sociaux qu'il a donnés les décennies précédentes. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Et comment on a accepté, c'est là où les hommes politiques ont été depuis 30 ans, depuis l'ère du néolibéralisme, on est avec des hommes politiques qui sont malheureusement impuissants devant ce néolibéralisme. Autant un De Gaulle mettait au pli tous les patrons d'industrie, ils étaient obligés de suivre et ils étaient contents de toutes les lois que De Gaulle pouvait formuler, et ils étaient contents que le peuple progresse constamment. Et là, les hommes politiques, ils se taisent devant l'autorité des dominants du libéralisme, comme ils se sont tus devant l'autorité de la police quand il s'agissait de faire un site qui répertoriait toutes les dérives des policiers. Ils n'ont pas accepté que ça se passe, et c'était une erreur de laisser aux policiers le choix de cela et de ne pas le faire, parce qu'on aurait une police exemplaire. C'est le système, tout simplement, les Américains même l'utilisent, ce système, c'est-à-dire que si vous faites Airbnb, si
eh ben voilà, vous êtes noté, vous êtes vu, vous êtes regardé, on photographie votre truc, etc. Vous êtes sous le regard des gens. Et donc, vous êtes obligé de vous tenir correctement, de proposer quelque chose de positif. Et ben là, c'est pareil, ils ont laissé ce pouvoir à la police et en fait, c'était une erreur, mais grossière, parce que et là, si on continue à laisser ce genre de choses, eh ben on peut pas faire évoluer un système. Un système, il peut pas évoluer. Voilà. Et donc qu'il n'y ait pas eu d'opposants à cette époque-là au libéralisme, aux tenants du libéralisme, a fait que nous sommes rentrés que nous avons fait on n'a pas pu quitter ce néolibéralisme mortifère à bloc. Voilà. Bon, j'arrête là pour cette vidéo. Et voilà, si vous pensez qu'elles ont un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces bleus. Vous pouvez vous abonner. Ça fait avancer la visibilité, c'est gratuit. Vous pouvez mettre des commentaires et en parler autour de vous. Merci de votre écoute. À très bientôt.